Comment décrire la matière lorsque l'on passe de l'échelle macroscopique à l'échelle microscopique? C'est ce que nous allons étudier dans ce chapitre. Revenons à la notion d'espèce chimique, étudiée dans un chapitre précédent, et faisons le lien avec la notion d'entité chimique. Une espèce chimique est une collection d'un nombre très important d'entités chimiques identiques. Si on prend le cas d'un verre contenant de l'eau pure, c'est l'échelle macroscopique, et bien à l'échelle microscopique, on met en évidence la présence de molécules d'eau, H2O, ces molécules étant toutes identiques. Si on considère cette fois-ci une casserole en cuivre, à l'échelle microscopique, celle-ci est constituée d'un assemblage régulier d'atomes de cuivre en très grand nombre. Si maintenant on s'intéresse au sel de cuisine, on met en évidence un assemblage d'ions, plus précisément un assemblage de cations et d'anions, respectivement des ions sodium, Na+, et des ions chlorure, Cl-. Le sel de cuisine est ce qu'on appelle un composé ionique. Selon la nature des entités chimiques qui la constituent, une espèce chimique peut donc être moléculaire, avec les molécules d'eau par exemple, atomique, avec des atomes de cuivre, ou encore ionique, avec le chlorure de sodium. Les atomes et les molécules sont des entités électriquement neutres. Les ions, eux, sont chargés. Mais à l'échelle macroscopique, la matière est électriquement neutre. Ainsi, un solide ionique, encore appelé composé ionique, doit respecter aussi l'électroneutralité de la matière, et donc sa formule chimique également. Reprenons l'exemple du sel de cuisine. Le chlorure de sodium est un assemblage d'ions sodium Na+, et d'ions chlorure Cl-. Pour un ion sodium, on a un ion chlorure, et la charge s'annule. Par convention, on écrit la formule du solide sans indiquer les charges, c'est-à-dire NaCl, et on ajoute l'indice petit s pour préciser que c'est un solide. Pour le nom, on commence avec le nom de l'anion, d'où ici chlorure de sodium. Autre exemple, le fluorure de calcium, cristal ou solide ionique contenant les ions calcium, Ca2+, et les ions fluorure, F-. Du fait d'une seule charge négative pour l'ion fluorure, il faut associer deux ions fluorure pour un ion calcium afin de respecter l'électroneutralité de la matière. Pour l'écriture de la formule chimique du solide, les charges vont donc disparaître et le 2 passe en indice pour F. Ce solide s'appelle le fluorure de calcium. Étudions maintenant plus en détail l'entité chimique atome. Alors, toute molécule est déjà constituée d'une association d'atomes. Dans le cas de l'eau, c'est un atome d'oxygène lié à deux atomes d'hydrogène. Si on s'intéresse à l'atome d'oxygène, comme tout atome, il est constitué d'un noyau avec des électrons autour, le nombre d'électrons étant de 8 pour l'oxygène. Le noyau, lui, est constitué de protons et de neutrons. Dans le cas d'un atome d'oxygène, il y a toujours 8 protons. Le nombre de neutrons est représenté ici à 8. On verra par la suite qu'il peut être différent. Une chose est sûre, est que l'atome d'oxygène, tout comme les autres atomes, sont rangés dans un endroit précis, dans un tableau, appelé tableau périodique. Si on récapitule, eh bien, un atome est constitué d'un noyau autour duquel il y a des électrons. C'est ce qu'on appelle le cortège électronique. Le noyau, lui, renferme des nucléons, dont le nombre est noté grand A, appelé nombre de masse. Les nucléons peuvent être soit des protons de charge positive, leur nombre est noté grand Z, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique, puis ça peut être aussi des neutrons de charge nulle.
Leur nombre est souvent noté grand N, mais n'a pas de nom particulier. Un noyau grand X sera alors symbolisé de cette manière. À noter qu'un noyau est chargé positivement. Le cortège électronique, lui, est chargé négativement. La charge du noyau ajoutée à la charge du cortège électronique est nulle, l'atome étant électriquement neutre. De plus, la charge d'un proton est égale à la valeur absolue de la charge d'un électron. Et bien forcément, un atome renfermera toujours le même nombre de protons que d'électrons. Le modèle de l'atome, d'abord défini par Niels Bohr au début du XXe siècle, à l'aide d'un modèle planétaire où les électrons gravitent autour du noyau, puis à l'aide d'un modèle probabiliste pour lequel on ne sait pas exactement où se trouvent les électrons à une date t, met en évidence que le diamètre d'un noyau est très faible devant le diamètre d'un atome et que l'atome est principalement constitué de vide. On peut aussi montrer que la masse d'un atome est pratiquement égale à celle de son noyau, la masse d'un électron étant très faible, donc négligeable, devant la masse d'un nucléon. Maintenant que nous avons bien détaillé la notion d'atome et d'entité chimique, nous pouvons introduire la notion d'élément chimique. Des atomes ou des ions qui ont le même numéro atomique grand Z, et donc des entités qui possèdent le même nombre de protons dans le noyau, appartiennent au même élément chimique. À chaque élément chimique est associé un symbole, composé d'une lettre majuscule, puis suivi parfois d'une minuscule. Par exemple, l'élément chimique cuivre est représenté par le symbole Cu. Un élément chimique peut se retrouver sous différentes formes. Avec l'élément cuivre, par exemple, on peut avoir le corps pur, uniquement formé d'atomes de cuivre dans le métal. Il peut être sous la forme d'ion cuivre, Cu2+, en solution aqueuse. Il peut être associé à d'autres éléments, avec le précipité d'hydroxyde de cuivre, ou encore l'oxyde de cuivre. On en connaît environ 118 d'éléments chimiques, et ils sont tous répertoriés dans le tableau périodique cité précédemment. Pour un élément chimique, on peut avoir aussi des atomes différents, et plus précisément des noyaux différents dans leur constitution. Prenons l'exemple de l'élément chimique carbone. L'atome de carbone prépondérant, c'est ce qu'on appelle le carbone 12. Il renferme à ce moment-là 12 nucléons, avec 6 protons et 6 neutrons. Comme un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique grand Z et donc son nombre de protons, tous les atomes de carbone possèdent forcément 6 protons. Mais certains noyaux peuvent posséder non pas 6 mais 7 neutrons. On parle alors de carbone 13. Il existe aussi d'autres noyaux de carbone, cette fois-ci avec 8 neutrons. C'est le carbone 14 et sa particularité c'est qu'il est instable. On utilise aussi le terme de radioactif. On les représente donc symboliquement de cette façon, avec grand Z en bas à gauche et grand A en haut à gauche, et on dit que ce sont des isotopes du carbone. Ils possèdent donc forcément le même Z, ils appartiennent au même élément chimique, ils ont donc le même symbole, seul le nombre de neutrons et donc globalement le nombre de nucléons change. Dernier point, comment passe-t-on d'un atome à un ion monoatomique? Alors, on peut prendre l'exemple de l'atome d'hydrogène. Celui-ci peut perdre le seul électron qu'il possède. Il se transforme alors en un ion chargé positivement, c'est-à-dire un cation, et on le note H+. L'atome de chlore, lui, est capable de prendre un électron supplémentaire. Il va donc se charger négativement et comme il n'a pris qu'un électron, on le note Cl-, c'est l'ion chlorure. L'atome d'aluminium, lui, peut perdre 3 électrons. Il se charge donc positivement et avec 3 électrons perdus,
il s'écrit Al3+. Mais dans tous les cas, lorsqu'un atome se transforme en ion monoatomique, seul le nombre d'électrons est modifié. Le noyau d'un atome et de son ion est donc identique. Atomes et ions appartiennent alors au même élément chimique, le numéro atomique grand Z n'étant pas modifié.